Alors, on est dans un lieu un petit peu exceptionnel, interdit au public. Nous verrons la petite pancarte tout à l'heure, mais avec vous, Michel, nous allons pénétrer justement dans le Saint des Saints. Où nous trouvons-nous? On se trouve à l'église Saint-Louis, nous sommes dans les escaliers qui nous amènent à la tribune de l'orgue. Et avec vous, on va découvrir l'envers du décor. Voilà, tout à fait. Alors cet orgue, il fonctionne très bien puisque vous êtes en plein mois de l'orgue en décembre. 3 concerts, un grand succès. Oui, 4 concerts même. 4 concerts. 4 concerts pour fêter d'abord les 20 ans de cet orgue. C'est un orgue assez récent. Pour un orgue, c'est très jeune, 20 ans. C'est fait pour durer des siècles. Et puis pour fêter Noël aussi, traditionnellement, nous organisons des concerts à ce moment-là. Voilà. Donc on a déjà eu un concert d'orgue, un concert violon et orgue, des cantates de Bach, et puis nous allons avoir les élèves du conservatoire le 21. Voilà, pour terminer, magnifique. Et puis l'enregistrement d'un CD. Oui, qui vient de s'achever. Voilà, ils ont un CD violon et orgue des sonates de Bach qui ont été enregistrés la semaine dernière. Alors dans des conditions un peu étonnantes. La nuit, forcément, mais ils n'ont pas été... Forcément. Eh bien, forcément, parce qu'il y a du bruit autour de l'église Saint-Louis et qu'il faut bien sûr un grand calme. Ils n'ont pas été trop dérangés, ils ont pu commencer assez tôt, vers 23h jusqu'à 3h30 du matin. Voilà. Plusieurs nuits de suite. Bien sûr. Et alors le CD, c'est pour bientôt? Alors pas tout à fait, parce qu'en fait c'est un coffret de 3 CD. Il y a 2 autres CD qui vont être enregistrés sur d'autres orgues. Donc je crois que ça sera plutôt fin 2018. Eh bien, on vous suit. Alors Jean-Marc, tu fais très attention dans l'escalier parce que c'est étroit, mais nous allons monter. Alors, il faut vous dire qu'on est déjà largement en haut de l'escalier et nous arrivons, eh bien, derrière. Alors... Peut-être que l'une des choses les premières à montrer, c'est peut-être ce soufflet. Hein. C'est le poumon de l'orgue, en quelque sorte. Hein. Vous savez que l'orgue est un instrument à vent. Et donc, il faut emmagasiner de l'air, il faut faire une réserve d'air. C'est ce qui va être contenu. Donc, l'air va être contenu dans ce soufflet. Là, il est à l'arrêt. Je vais le mettre en action. Alors, regardez bien. Alors, vous voyez que c'est un mécanisme extrêmement simple. Tout est en bois. Tout à fait. Il y a un conduit. Il y a très peu de systèmes modernes dans cet orgue. C'est un orgue traditionnel, à l'ancienne, tel qu'on les faisait au XVIIIe siècle en Allemagne, précisément d'ailleurs dans la région de Dresde, dans ce qu'on appelle la Saxe. Et donc, d'électrique, en fait, dans cet orgue, il n'y a qu'un moteur. Ce moteur, il est ici, dans une caisse. On le voit pas, mais on peut ouvrir un peu la caisse. Voilà, si vous pouvez approcher, vous verrez le moteur électrique. C'est la seule partie électrique de l'orgue qui produit donc de l'air. Cet air, ensuite, passe dans un conduit, ici, puis arrive sous le réservoir et gonfle donc ce soufflet, qui est un soufflet très très ressemblant à ceux des forgerons. Soufflet de forge, cunéiforme. Voilà. Et puis vous voyez des pierres. Les grosses pierres. Voilà, ces grosses pierres, elles ont un rôle précis, c'est de produire de la pression en fait, de mettre l'air sous pression, ce qui va lui permettre ensuite de se diriger dans le reste de l'instrument. Et là, on va pouvoir utiliser l'air pour faire jouer des tuyaux d'orgue. Mais alors, ce moteur qui pulse l'air, normalement, au bout d'un moment, le soufflet est plein. Et oui, alors justement, il y a un système très ingénieux que vous voyez ici, qu'on appelle une boîte à rideaux, une boîte régulatrice en fait, avec un petit rideau qu'on ne voit pas qui est caché dans cette boîte. Et lorsque le soufflet monte, eh bien, le levier fait descendre le rideau et arrête l'arrivée de l'air. C'est très ingénieux et très simple. Et lorsque l'air est expulsé pour aller dans les tuyaux, eh bien le soufflet va descendre et du coup, il va en même temps faire ce levier comme ça. Je ne veux pas trop le faire parce que ça me ferait trop monter. Et ça ouvre donc l'arrivée d'air. Donc il y a une régulation qui se fait automatiquement. Voilà, alors évidemment, cette partie ne se voit pas. C'est la partie cachée parce que le public est dans l'église, donc évidemment c'est moins soigné, moins orné, moins décoré que la façade que nous allons voir. Eh bien, dans quelques instants, on va justement aller découvrir cette façade. Voilà, eh bien, je vais ouvrir cette porte magique et nous allons découvrir notre organiste, Michel Trémoulac, à l'intérieur de l'orgue. Alors, vous vous rendez compte, c'est vraiment exceptionnel. Michel, merci. Dites-nous ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous laisse le micro. Là, nous sommes au rez-de-chaussée, en fait, de l'orgue. Nous verrons tout à l'heure le premier étage. À ce rez-de-chaussée, on va surtout découvrir la partie mécanique de l'orgue que vous voyez ici. En fait, on est au dos des claviers ici. Et au dos de ces claviers, il y a tout un système mécanique de transmission qui commence d'ailleurs dès le sol, puisqu'il y a 2 clavier, mais il y a aussi un pédalier qu'on joue avec les pieds et qui se commande donc avec tout un système de leviers, comme vous le voyez ici, et qui vont venir actionner un autre système mécanique ici, qui ouvre
des petites soupapes et qui permettent à l'air de s'engouffrer dans des tuyaux. Ceux-ci, ce sont des tuyaux en bois, des tuyaux carrés. C'est pas très courant. On a l'habitude de voir en façade des tuyaux en métal cylindrique. Ces tuyaux-là sont en bois et c'est les tuyaux qu'on va jouer avec le pédalier. Donc ceux-là sont encore petits, mais si l'on va au centre de l'orgue, on va trouver des tuyaux qui vont faire presque 5 mètres de haut. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à voir à cet étage. C'est surtout la partie donc mécanique. Et puis, si on peut rentrer, je ne sais pas, il y a un très beau travail du bois ici, avec une distribution en éventail de ce côté. Voilà, ça c'est très soigné. Et il y a un beau travail mécanique, de conception mécanique du bois ici. Alors, à présent, on est au premier étage de l'orgue, donc c'est l'étage de la tuyauterie, c'est l'étage donc où l'on va voir tous ces tuyaux. Peut-être qu'on peut regarder de ce côté. Voilà, vous voyez donc un grand nombre de tuyaux. Ce n'est que la moitié de toute la tuyauterie du clavier principal. L'autre moitié se trouve de l'autre côté là-bas. Et puis, il y a un troisième étage qui est aussi ici, où l'on retrouve encore une forêt de tuyaux. Au total, plus de 2000 dans cet orgue. Et puis, ce qui est amusant, c'est qu'on est derrière la façade. Donc, en fait, on voit à travers les tuyaux qui sont en façade, eh bien, on devine l'église, on devine le chœur de l'église. Et puis, on retrouve aussi nos tuyaux en bois qu'on a vu tout à l'heure au rez-de-chaussée. Et donc, cette fois, on voit le sommet avec celui qui est tellement grand que vous le voyez là-haut, il est en train de sortir carrément du buffet de l'orgue, c'est-à-dire du meuble, parce qu'il fait, je vous le disais, pratiquement 5 mètres de haut. Alors, il y a des tuyaux donc en bois, ceux-là, il y a des tuyaux en métal. Ce métal, c'est un alliage de plomb et d'étain. Certains sont bouchés, ils vont résonner 2 fois plus grave. D'autres sont coniques, d'autres sont cylindriques, d'autres ont un système avec une petite languette qui va vibrer. On appelle ces jeux des jeux à hanches. Et tous ces sons vont être différents. C'est tout l'intérêt d'avoir beaucoup de tuyaux, c'est que chaque rangée crée un son, une sonorité particulière, une sonorité différente. Voilà. Et puis on retrouve aussi la mécanique qu'on a vue en bas et qui ici vient se retrouver pour transmettre le mouvement qu'on a au clavier et qui va arriver jusqu'ici. Voilà. Et puis vous voyez aussi les décorations du buffet côté interne, qui est évidemment un peu moins heureux. On les verra tout à l'heure du bon côté. C'est combien de notes qui sont jouées ? Il y a 50 notes sur chaque clavier, ce qui explique donc que quand on veut une sonorité, eh bien, on a 50 tuyaux à notre disposition. Et s'il y a 10 sonorités, eh bien, c'est 10 fois 50 tuyaux, donc 500. Ici, il y a à peu près une vingtaine de sonorités, un peu plus. Donc ça fait bien sûr beaucoup plus de tuyaux. Ça fait plusieurs milliers de tuyaux. Et ce n'est pas un très gros instrument, celui-ci. Alors avec Michel, nous sommes entrés à l'intérieur de la bête. Voilà, de la machine orgue. De la machine. Et maintenant, on admire l'extérieur parce qu'il est magnifique, il est tout récent, en 20 ans. Oui, et c'est en plus un instrument qui était dans la tradition, puisque c'est un instrument qui est inspiré d'orgues anciens, qui était décoré, alors qu'il y a des instruments qui restent en bois naturel. On sait que ces instruments, parce qu'on en a des traces encore, on en retrouve, étaient généralement peints avec de la dorure, de la sculpture. Donc on voit très bien ici des effets de matière, du faux marbre au niveau des corniches. Et puis une dorure à l'or fin. Ça a été fait à la feuille d'or par un artisan d'ailleurs de Saint-Paul-en-Candillon qui s'appelle Franck Bistocchi et qui est aussi facteur d'orgue. Voilà. Et puis donc une façade avec de la sculpture, avec des tuyaux. Tous ces tuyaux qu'on voit ici, il y en a près d'une centaine, jouent tous. Ce ne sont pas des faux, ce ne sont pas ce qu'on appelle dans le jargon des facteurs d'orgue des chanoines. Ce sont des vrais tuyaux. Ils jouent tous. Ils ont ce qu'on appelle un petit postage, c'est-à-dire un tuyau qui va leur amener de l'air lorsqu'on va les utiliser. Et on l'a compris, donc ils ne suffisent pas. Il y en a 100 et à l'intérieur, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Comme vous l'avez vu. 20 fois plus. Voilà. Alors, magnifique, évidemment, cet objet formidable, mais l'essentiel, c'est quand même, vous appelez ça le poste de pilotage ? Ça s'appelle la console de l'orgue, mais en fait, console de l'orgue. C'est la console, mais c'est en fait le poste de pilotage dans le sens où c'est là où l'organiste va s'installer et qu'il va pouvoir commander absolument tout ce qu'il a besoin pour faire entendre l'orgue. Voilà. Donc je vais m'y mettre. Eh bien, au travail.
Voilà, donc c'est un instrument de petite dimension, hein, donc il a 2 claviers. Vous savez que les orgues peuvent avoir beaucoup plus de claviers, 3, 4, même 5 comme les grands instruments. Et on l'a vu tout à l'heure dans l'orgue, à chaque clavier correspond une zone où vont se trouver les tuyaux qu'on va pouvoir faire jouer avec ces claviers. Alors l'un des sons les plus doux de l'orgue, je vais le commander grâce à une manette ici qu'on appelle un tirant de jeu. Et alors ne vous étonnez pas, les noms des jeux sont écrits soit en latin, soit en allemand. Ça aussi c'est de la tradition. Bon, comme c'est un orgue germanique, eh bien on a gardé cette tradition. Voilà, donc j'ai actionné un tirant. J'ai donc ouvert toute une série, ça ne se voit pas encore, enfin ça ne se voit pas, c'est dans la pièce maîtresse qu'on appelle le sommier, qui est la pièce essentielle de l'orgue. J'ai ouvert en quelque sorte un canal, et maintenant, si je choisis une note, eh bien je vais obtenir un son en envoyant de l'air dans un tuyau, par exemple. Voilà, on entend un son très très doux. Tout seul, il n'est pas très intéressant. Voilà, c'est sans doute le son le plus doux de l'orgue. Si je repousse et que je fais la même chose, j'ai rien. C'est normal. Pour que l'organiste joue, il faut d'abord qu'il choisisse ce qu'il veut faire entendre. Donc l'organiste, contrairement au pianiste, il a 2 fonctions. Il a d'abord le choix de ses sonorités, de ses timbres, et puis ensuite, eh bien évidemment, il se retrouve devant un clavier comme tous les musiciens de clavier. Il se retrouve devant 2 claviers, un pédalier. Il se retrouve devant 2 claviers. Alors quel intérêt d'avoir 2 claviers, d'avoir 2 sonorités en permanence à votre disposition. Là, j'ai fait entendre quelque chose de très doux. D'accord ? Si maintenant je choisis un autre son un peu plus fort, ici par exemple, je vais combiner les deux, je vais me servir de ma main gauche pour accompagner et de ma main droite pour jouer une mélodie. Voilà. Alors il se produit quelque chose de très étonnant, c'est que nous qui sommes juste dessous, on écoute sonner à différents endroits les tuyaux. Absolument, puisque là j'ai utilisé un jeu qui s'appelle Principal et qui est précisément le jeu qui est en façade. Donc selon le son que je vais utiliser, par exemple on entend très bien que ça vient d'ici, et puis à côté aussi, mais là je fais jouer. C'est vraiment la stéréo, c'est... Tout à fait, parce qu'on a un principe de ut, ut dièse, donc toute cette série est de ce côté et l'autre. Voilà, et de l'autre côté. C'est le principe de la distribution des tuyaux sur les sommiers et sur la façade. Alors en plus, maintenant le pédalier... Alors voilà, il y a sur tous les orgues un pédalier, c'est un clavier pour les pieds. Lui aussi donc est utilisé avec un choix de registre. Alors on va en choisir un qui est assez amusant, qui a un son particulier, et puis on joue avec les pieds. J'ai pas forcément les très bonnes chaussures. Ah oui, effectivement. Voilà, et on peut jouer une mélodie. Voilà, avec les pieds. Évidemment, c'est intéressant pour justement avoir un accompagnement un peu plus fourni avec du grave. Tout à l'heure, je faisais entendre ça. Si je rajoute les pieds, ça va faire... Voilà, et là, je joue donc à la fois avec les mains et avec les pieds. Alors ce qu'il y a aussi... servant toujours à jouer des sons graves. Voilà. C'est les tuyaux de bois que nous Oui, avons vus au fond. Alors, ce qu'il y a aussi d'étonnant, c'est que quand on est à côté de vous, on écoute très bien la mécanique. Oui, alors bien sûr, c'est un orgue mécanique, il n'y a pas du tout de système électronique ou électrique. Par contre, en bas, on l'entend pas. On ne l'entendra pas du tout, c'est heureusement. Heureusement, mais c'est vrai qu'il y a la console, on entend un peu les bruits mécaniques, les petits... Voilà, oui, tout à fait. Ça ouvre, ça s'ouvre. C'est ça. Et puis, bon, c'est tout le système de levier, de transmission qui a toujours un petit peu de bruit parasite, on va dire. Voilà. Oui, oui. Alors, il y a donc toute une série de sonorités différentes, parfois de hauteurs différentes. Vous voyez, on a entendu celle-là, mais si je tirais celle-là, déjà, on va l'entendre à la quinte, ce qui va faire bizarre. Et elle est beaucoup plus aiguë. Voilà. Évidemment, l'intérêt, c'est de les combiner entre elles. Vous voyez, par exemple, si je fais jouer ça, et là, il n'y a rien, pardon. Je rajoute ça. Et je peux même en rajouter un troisième. Et voir que ça. Et là, on arrive déjà à quelque chose qui peut... Ces différentes sonorités se combinent entre elles et donnent une multitude de possibilités à l'organiste en termes de registration.
Après, bien sûr, on arrive à des sons qui sont caractéristiques de l'orgue et qu'on appelle le plein jeu de l'orgue, le plénum en latin, où l'on va avoir donc une combinaison qui va nous faire entendre ce qui est souvent ce que les gens connaissent de l'instrument. Voilà. Évidemment, vous voyez que je tire beaucoup de choses et on va donc avoir quelque chose de puissant, de très sonore. Et vous avez remarqué que lorsque j'appuyais sur une touche, ça en faisait jouer celle du clavier du dessus. J'ai accouplé les deux claviers comme si j'avais 4 mains pour pouvoir obtenir à la fois les sonorités qui sont ici et celles qui sont ici et les combiner ensemble. Voilà. Et alors là, tout d'un coup, l'orgue prend toute sa dimension, tout son volume. On a depuis, vous avez commencé tout à l'heure, peut-être presque des bergers qui se promènent dans la forêt. Ouais. Et là, c'est le couronnement de la reine, quoi. En quelque sorte. Et on n'a pas vu toutes les possibilités. Il y a des jeux un petit peu étranges, un petit peu nasillards, par exemple, comme celui-ci, qui est amusant. Pardon. Vous voyez qu'il y a une autre sonorité particulière. Très pastoral. Voilà, donc on peut jouer avec tout un ensemble de registres. C'est l'un des rares instruments de musique qui est multitimbral, c'est-à-dire qu'on joue de la flûte, on joue du piano, on joue de la trompette, mais on a la sonorité de la trompette ou du piano. Ici, on a un ensemble de sonorités. Il y a bien que maintenant les instruments électroniques comme le synthétiseur qui permet ça, mais à part celui-là, il n'y a vraiment que l'orgue qui est multitimbral. Alors, on comprend pourquoi cet instrument peut être aussi fascinant pour un musicien. Oui. Peut-être ici, si j'ose dire, ça ne paye pas de mine, ce petit clavier, ces pédales, oui. Mais il y a une infinité de possibilités pour le musicien. Tout à fait. Et c'est encore plus flagrant sur des instruments plus importants que celui-ci. Mais c'est vrai que je dirais que c'est une tentation de mégalomanie quelque part. Hein. On a tendance à piloter un engin tellement important et qui permet tellement de choses que voilà. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on a comparé un peu l'orchestre et l'orgue au XIXe siècle et qu'on a cherché à construire des instruments qui presque jouaient le rôle de l'orchestre, quoi. Ce n'est pas le cas de celui-ci qui est plutôt tourné vers le XVIIe, XVIIIe siècle. Alors, Bernard Faucroul est venu jouer, c'est un musicien prestigieux qui avait envie de jouer sur cet orgue. Alors, je crois qu'il était très content, surtout que lui, il peut comparer. Moi, personnellement, j'ai pas eu la chance encore d'aller, j'espère le faire un jour, faire ce voyage magnifique pour voir les originaux, finalement, ces instruments construits par un facteur qui a marqué énormément son époque, qui s'appelait Gottfried Silbermann, et qui a construit des très très beaux instruments en Saxe, donc dans la région de Freiberg, de Dresde. Et donc Bernard Faucroul est allé plusieurs fois là-bas, a joué ses orgues, les a enregistrés, les a joués en concert, et il m'a dit, mais ici, je me retrouve presque comme là-bas, quoi. Donc, et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à cet instrument et au facteur qu'il a construit. Alors, vous nous avez fait aussi la belle surprise de nous faire découvrir le facteur qui a construit cet instrument. Voilà. Alors, ça m'a fait sourire parce qu'il est très timide, il n'aime pas beaucoup parler, mais quand même, dès qu'il s'est mis à parler de l'orgue, tout d'un coup, il était quasi bavard. Oui, c'est un artisan, il aime le bois, il aime l'artisanat d'art, hein, c'est un artiste aussi, et c'est vrai qu'il a construit cet instrument parmi les premiers, hein, c'était un peu le début de sa carrière. Lui-même était allé d'ailleurs voir un peu les instruments d'époque. Ça l'avait beaucoup inspiré. Il travaille avec son épouse dans le Jura. C'est une petite entreprise. Et c'est vrai je crois qu'il est assez attaché à cet instrument, même s'il en a construit d'autres depuis, y compris des très beaux instruments. Il vient d'en terminer un dans la région de Belfort qui est très très beau aussi.
Alors merci parce qu'on a vraiment beaucoup de chance. Ce que je vous propose peut-être, si vous en êtes d'accord Michel, on va aller se mettre dans le chœur Oui. pour vous voir de dos. Alors Jean-Marc va nous faire voir le fameux rétroviseur qui vous permet pendant les offices liturgiques de piloter, parce que c'est un pilotage de voir ce qui se passe, oui, de voir ce qui se passe en bas, et notamment l'animateur de chant, car c'est lui qui donne un petit peu les départs, et il est important qu'on puisse savoir où on en est, c'est certain. Je pourrais aussi vous montrer une partition d'orgue, ce qui peut être intéressant pour comprendre un peu comment l'organiste joue et lit. Donc une partition d'orgue est généralement écrite sur 3 portées, comme vous le voyez là. Donc bien sûr, comme pour un piano, portée de la main droite, portée de la main gauche. Et puis il y a donc une portée pour les pieds. Voilà. Donc ici, par exemple, si on prend juste les premières mesures, on voit que le pédalier va faire quelques notes comme ça. Voilà. À ça va s'ajouter donc la main gauche et puis la main droite, ce qui va donner. Etc. Voilà. Formidable. Eh bien, merci. Merci à Jean-Marc aussi derrière son téléphone. C'est un simple téléphone. Merci à Noéline de nous avoir accompagnés. Et puis, eh bien, on vous laisse dans la solitude, parce que c'est une certaine solitude finalement. Mais on va enregistrer en bas, puis on viendra vous faire un dernier petit coucou. À tout de suite. Alors, nous sommes maintenant dans le cœur de l'église Saint-Louis, dans une relative obscurité. Devant vous, la tribune avec ce magnifique buffet. Et puis on distingue la silhouette de Michel installé derrière son orgue. Merci à toi Michel. Et maintenant, nous on va se taire et on va l'écouter. Voilà, eh bien, on a commencé par l'escalier tout à l'heure, on va finir maintenant, on va ressortir. Merci Michel de nous avoir ouvert vos secrets finalement. Oui, c'est pas vraiment les miens. Hein. L'instrument est bien sûr à tout le monde. C'est un instrument public qui est dans un lieu public. Donc bien sûr, moi je suis toujours très heureux d'accueillir d'ailleurs les gens qui montent la tribune. Alors c'est vrai, c'est écrit interdiction, mais bon, il y en a qui parfois passent outre et viennent voir un peu comment ça se passe. C'est toujours intéressant de les. C'est un instrument public, vous dites. Oui, c'est un instrument. Et on peut écouter de l'orgue librement. Absolument. Je crois qu'à Saint-Louis, d'ailleurs en ce moment, il se trouve que bon, ce matin, toute la journée presque, la classe d'orgue a fait son cours ici. Florent Gallière, le professeur, a souhaité travailler avec ses élèves à cette tribune pour préparer son concert du 21 décembre. Donc je pense que tous les gens qui sont rentrés dans l'église aujourd'hui, eh bien, ils ont eu dans les oreilles des sonorités d'orgue. Et ça, c'est une particularité de l'orgue, c'est qu'on peut l'entendre très librement. Il n'y a pas besoin d'aller payer des tickets comme pour un concert de piano, par exemple.
Alors c'est aussi la particularité des concerts que vous organisez avec vos amis, c'est que c'est libre participation et c'est une volonté de votre part. Oui, on y tient beaucoup. C'est pour nous, c'est une ouverture culturelle, c'est l'accès de la culture à tous. Alors il y a des gens, bien sûr, qui donnent peu parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ceux qui ont le plus de moyens, on les encourage à nous aider. Mais on tient énormément à cette entrée libre, à cette libre participation du public et on essaye de continuer sur cette lancée. Je crois d'ailleurs que le concert de Bernard Faucreau, je vous disais tout à l'heure que c'était un personnage vraiment très connu dans le milieu. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de concerts de Bernard Faucreau à entrée libre. C'était certainement une exception. Eh bien, on en profite à Saint-Étienne et en particulier à Saint-Louis. Alors, on l'a dit lorsqu'on en a parlé à la radio, mais vous êtes aussi le responsable de la commission des orgues de notre diocèse. Il y a à Saint-Étienne même plusieurs orgues en bon état, régulièrement joués. On est une ville qui aime l'orgue. Bien sûr, et justement, depuis maintenant 2 ans, il y a une autre association qui s'appelle Saint-Étienne ses orgues et qui a cette mission. Je suis heureux de contribuer aussi à ce travail qui consiste à faire entendre les orgues de Saint-Étienne. Il y a à peu près une vingtaine d'orgues à Saint-Étienne et sur la vingtaine, il y en a une bonne dizaine qui sont tout à fait utilisables en concert. Les autres mériteraient des travaux, mais globalement, on a un très beau parc d'orgues à tuyaux et les gens ne le savent pas. Mais justement, on s'emploie à les faire entendre, que ce soit à la cathédrale, que ce soit à Notre-Dame, qui est pas loin d'ici, que ce soit les différentes églises, on ne peut pas toutes les citer, mais elles ont toutes des instruments. Et alors, une des particularités, la dernière chose peut-être, c'est que l'orgue, il n'y a pas un seul instrument pareil. Selon les églises dans lesquelles on va aller, on va trouver un instrument, celui-ci est unique, et même ce qui a pu inspirer cet orgue est différent. Eh bien, écoutez, merci. On va vous laisser refermer. Voilà. C'est un moment aussi symbolique. Tout à fait. On referme. Vous refermez. Et voilà. Et puis il reste à éteindre, bien sûr, le moteur et le soufflet. On va le voir redescendre. On va voir redescendre, justement, le soufflet, une fois que le moteur sera éteint. Et l'orgue, eh bien, va s'endormir jusqu'à demain, tranquillement. Et le voilà qui redescend. Vous nous l'aviez fait gonfler, si j'ose dire, tout à l'heure. Eh bien maintenant, la boucle est bouclée. Merci Michel, c'était un formidable moment. Merci à vous, merci à Jean-Marc, derrière son téléphone. Et puis à bientôt. On va vous faire vivre d'autres aventures, tous les trois, tout au long de cet hiver.